Bonjour, aujourd'hui nous allons parler de la charte graphique. Dans le chapitre sur l'identité visuelle, il y a un élément essentiel qui est la charte graphique, qui est une sorte de guideline qui va nous permettre d'établir les règles d'utilisation de tous les éléments graphiques que nous utilisons dans une identité visuelle. Alors, voyons ce que c'est qu'une charte graphique. Alors, la charte graphique est un guide, donc c'est pour ça que j'ai parlé tout à l'heure de guideline, comprenant les recommandations d'utilisation et les caractéristiques des différents éléments graphiques, à savoir le logo, l'utilisation des couleurs, les polices de caractère qu'on va être amené à utiliser dans toute la communication visuelle, les typographies, les symboles, etc. Tous les éléments graphiques qui vont être utilisés dans une identité visuelle pour un produit ou un service doivent être bien clairement définis, parce que généralement quand on travaille une charte graphique, bien sûr nous travaillons avec, mais des fois la société ou le service pour lequel nous travaillons ne va pas toujours travailler avec nous. Ça veut dire qu'elle doit avoir une sorte de carte de route qui va permettre à ceux qui vont la reprendre par la suite pour d'autres déclinaisons et d'autres supports, etc., de pouvoir faire une communication harmonieuse, parce que ce qui est le plus difficile dans la communication visuelle, c'est la communication anarchique. Ça veut dire que tous les éléments que nous utilisons parlent des langages différents. La carte de visite contient un graphisme, l'affiche a un autre graphisme, les locaux un autre graphisme, l'enseigne un autre graphisme. Ça, c'est de la communication anarchique. Ça veut dire qu'on est obligé d'avoir une sorte de guide qui va nous amener à avoir une communication cohérente. Alors, tous ces éléments-là, qui peuvent être utilisés sur les différents supports de communication de l'entreprise, que ce soit des supports print, à savoir des supports qui vont être imprimés en imprimerie, ou que ce soit des supports numériques. La charte graphique permet de garantir cette homogénéité dont on a parlé, et aussi la cohérence de la communication visuelle au sein ou en dehors de l'entreprise. Ça veut dire cette communication qui va être utilisée soit à l'intérieur de l'entreprise, comme la signalétique, comme les éléments graphiques qui sont sur les locaux, etc. Et puis la communication en dehors de l'entreprise, ce que l'entreprise veut passer comme image à l'extérieur. Alors, quels sont les objectifs d'une charte graphique? Le but d'une charte graphique est d'assurer une cohérence, une harmonisation dans tous les supports de communication. Qu'il s'agisse d'un support papier, à savoir tout ce qui est papeterie, carte de visite, c'est ce qu'on appelle les travaux de ville, carte de visite, les flyers, les affiches, les enveloppes, les papiers en tête, soit le package classique d'une marque, etc., d'un produit ou d'un service. C'est une sorte de package qu'on peut utiliser aussi dans la communication média ou hors média. Alors là, nous avons un exemple de déclinaison d'un logo sur plusieurs supports. Là, ce logo n'existe pas, c'est juste une simulation. Donc, une déclinaison d'une identité visuelle sur différents supports, que ce soit une en-tête de lettres, une enveloppe, une plaquette, un CD-ROM, et puis des gadgets, etc. Voilà. Alors, donc tout à l'heure, on a parlé d'un support papier, print, ou ça peut être aussi, deuxièmement, d'un support physique, à savoir l'enseigne, ça veut dire l'entrée du bâtiment, des locaux. Donc, il faut qu'une fois qu'on est devant les locaux, on puisse reconnaître par la couleur, par la typographie, par le graphisme, de quelle société il s'agit. Ça peut être une vitrine, ça peut être de la vitrophanie, une bâche, un véhicule, c'est de l'habillage de véhicules, de voitures, de camionnettes, etc. Un stand de présentation, là on parle de hors média, ça veut dire un salon, une foire, etc. On a à chaque société un petit stand qui présente le produit. Tout le matériel marketing, t-shirt, casquettes, gadgets, etc. Alors là, nous avons un exemple de déclinaison de différents, ces différents
identité visuelle, là on a une ambiance qui est unifiée, on voit que le travail chartique a été bien fait. Là aussi, une autre identité visuelle, et ces logos bien sûr n'existent pas, ce sont juste des simulations. Donc là, nous avons trois chartes graphiques qui sont déclinées sur différents supports physiques. Et ça peut être un support virtuel, présentation électronique, vidéo, multimédia, site web, email, responsive, c'est-à-dire déclinaison sur, là on va le voir, c'est déclinaison de la même identité visuelle sur différents supports graphiques, que ce soit des tablettes, sur un PC portable, sur un téléphone, etc. Alors, et en plus de tout ce qui pourra surgir comme nouvelle création graphique, publicité intégrée, flash mob, etc. Parce que là, tout à l'heure, nous avons vu les supports classiques, mais il y a d'autres supports qui peuvent surgir maintenant avec la publicité intégrée. Les publicitaires cherchent de nouveaux supports, de nouvelles manières d'aborder la clientèle. Donc, s'il y a une nouvelle création graphique, elle doit automatiquement s'adapter à cette charte graphique, à cette guideline, à cette carte de route, qui va permettre de décliner sur différents supports. En bref, donc essayons de récapituler ce qu'on vient de dire. En bref, tout document qui provient de l'entreprise doit pouvoir être identifié au premier coup d'œil. Et on est en train de se balader dans la ville, etc. Et de loin, on sait que ça c'est la société telle et ça c'est la société telle. De loin, sans même parfois regarder le logo, mais on arrive à identifier parce que ce sont des gens qui sont arrivés à brander le produit, à le fixer dans la mémoire, de marquer dans l'esprit du consommateur une marque, soit par une couleur, soit il y a certaines marques qui communiquent maintenant rien qu'avec un symbole ou rien qu'avec une typographie ou bien tout simplement avec une couleur. Voilà. Alors, quels sont maintenant, de quoi est constituée cette charte graphique? Alors, le logo est la clé de voûte de l'identité graphique. C'est pour éviter cela que la charte graphique va définir les conditions de son utilisation. Quoi? Les proportions du logo, parce que le logo ne doit pas être écrasé, ni de haut, ni des côtés. Généralement, vous entendez des gens qui disent « je vais créer un logo ». On ne crée pas de logo. On crée une identité visuelle. On crée une charte. Créer un logo tout seul comme ça, c'est une erreur monumentale. C'est un univers qu'on est en train de créer, pas un logo. Hein? Donc, créer un logo, ça n'existe pas. Alors, les proportions de ce logo, sa taille minimum, parce que ce logo va être décliné sur différents supports. Il faut qu'il fonctionne en grande taille et comme il peut fonctionner sur une petite taille, sur une carte visite, sur un gadget, etc. etc. Donc, ce logo doit fonctionner dans toutes ces déclinaisons. Et son positionnement par rapport aux autres éléments. Texte, titre, marge, etc. Parce que ce logo, il doit avoir un guide d'utilisation. Où est-ce qu'il va apparaître? Parce qu'on parle de brander. Il faut que les gens puissent reconnaître par la position du logo par rapport à l'affiche, par rapport à la plaquette, par rapport à différents supports. Il faut qu'on ait une cohérence dans on ne va pas se balader avec le logo un peu partout. Alors, là, vous avez des exemples de chartes. J'ai pris des logos qui n'existent pas, donc c'est simplement des simulations. Donc, le logo, sa taille minimum, le logo en noir et blanc, le logo en négatif, le logo en niveau de gris, etc. Toutes les possibilités d'utilisation. Ça veut dire qu'il y a ce qui est permis, et on va le voir tout à l'heure, il y a aussi ce qui est interdit. Et on doit clairement le définir dans notre charte. Ça veut dire que,
Par exemple, ici, on dit que ce logo ne doit pas changer de couleur, ça veut dire qu'il doit rester dans cette couleur-là. On n'a pas le droit d'utiliser n'importe quelle couleur, donc il y a une couleur qui est définie, on va le voir tout à l'heure, avec son code couleur, avec les proportions du rouge, les proportions du magenta, pardon, les proportions du cyan, du jaune et du noir. Ici, par exemple, on dit qu'il ne faut pas écraser le logo, donc il doit avoir la bonne proportion. On ne doit pas le tourner. On ne doit pas ajouter des éléments graphiques qui vont perturber le logo. Et on ne doit pas le couper comme ça, le couper, parce que quand on coupe un logo, il peut dire quelque chose d'autre. Là, on va dire logo. Peut-être que lo, ça veut dire quelque chose, et go, ça veut dire autre chose. Donc les gens vont commencer à vouloir interpréter. On évite tout ça parce que ce qu'il faut chercher, c'est la monosémie. Dans la communication visuelle, il faut être monosémique, il ne faut pas se lancer dans la polysémie et il ne faut pas que les gens puissent comprendre des choses qu'on ne veut pas passer. Alors, la typographie, ou les polices d'écriture si vous voulez. La charte définit les règles de mise en page, comme on a dit tout à l'heure, combien de colonnes dans l'édition, où est-ce que le logo va être situé, etc. Et d'utilisation de la typographie dans un document. Quel type de police, quelle taille de police, est-ce que c'est gras, est-ce que c'est maigre, etc. Le choix des polices, et il ne faut pas dépasser deux, hein, j'impose à mes étudiants de rester sur 2 polices parce que sinon ça va être l'anarchie, ça le faudra. Donc il faut qu'on reste cohérent dans notre communication. Une police principale, c'est elle qui va être utilisée le plus, et une autre d'accompagnement qui va être utilisée pour les mailings, pour les entêtes de lettres, etc. Et c'est ce qu'on appelle le texte courant. Donc il faudrait une police principale et une police d'accompagnant qui va nous permettre de faire les textes courants. Ils doivent assurer un confort de lecture. Parce que quand on met beaucoup de police, ben, on a des difficultés à lire. Et notre document, s'il n'est pas lu par le client, par le destinataire, ben, ça ne sert à rien. Tout le travail qu'on a fait est perdu. Là, par exemple, on définit les types de police et on définit les différentes tailles d'utilisation, etc. Normalement, si quelqu'un prend la charte graphique après nous, il doit l'avoir devant lui et quand il travaille, il doit toujours vérifier est-ce qu'il est dans la charte ou il n'est pas dans la charte. Ensuite, un autre élément qui doit figurer, parce que la charte graphique c'est un petit livret, c'est un document qu'on doit donner à la société pour laquelle on doit travailler. Alors au niveau de la couleur, le choix des couleurs doit être limité pour permettre une meilleure mémorisation et une distinction rapide. Donc il ne faut pas se lancer dans l'arc-en-ciel. Hein. Quand on veut communiquer, je pense que vous avez étudié en première année les couleurs, vous connaissez un peu la symbolique des couleurs. Chaque couleur nous renvoie à un univers. Donc, si on envoie le spectateur à plusieurs univers, là, il est perdu. Donc, il faut rester dans l'univers du produit sur lequel on travaille. Généralement, ça commence par un travail de benchmarking, ça veut dire qu'on doit voir, par exemple, je travaille pour une société de transport. Je dois aller chercher sur Internet toutes les sociétés de transport, comment ils communiquent, quelles couleurs ils utilisent, et on trouve que dans chaque domaine, il y a des couleurs qui prédominent. Et je dois rester dans ces couleurs-là parce que le client, dans sa tête, ces couleurs sont liées à un univers. Chaque couleur a une histoire. Et nous, on est en train aussi de créer cette histoire. Si on doit imprimer le logo sur une surface colorée, voiture, une farde plastique, ça veut dire une chemise plastique, etc., ce qui est permis et ce qui n'est pas sera impérativement stipulé dans la charte graphique. Il faut définir les interdits. Il ne faut pas faire ça, parce que je sais que certaines couleurs ne fonctionnent pas. Et surtout en fonction du logo, bien sûr. Par exemple, on sait que, par principe, le jaune est une couleur qui est invisible sur du blanc. Donc c'est le contraste le plus faible. Donc si j'estime que ce jaune va être illisible,
il faut le mettre dans les interdits. C'est pour ça que la préférence des graphistes va surtout pour le contraste le plus fort, à savoir le blanc sur le noir, pardon, sur le blanc. Ensuite, là par exemple, vous avez un exemple. Donc sur la charte graphique, on doit stipuler chaque couleur avec ses composants, hein, son pantone, etc. Tout doit être défini parce que celui qui va prendre la charte graphique après vous, il n'était pas avec vous pendant la création, donc il ne sait pas ce jaune, quelles sont ses composantes. Donc tu dois lui stipuler. Parce que une société qui communique, par exemple, elle a une couleur rouge, on ne va pas s'amuser à chaque fois de sortir un rouge différent. Il faudrait un rouge et un rouge unique que tout le monde doit définir. Et ces références nous permettent de pouvoir imprimer cette couleur-là partout dans le monde. Il suffit de donner la référence et on a cette possibilité. Certaines sociétés possèdent une mascotte, c'est un personnage qui représente la société. Je ne veux pas faire de publicité, mais vous connaissez que plusieurs sociétés s'appuient sur un bonhomme, un personnage, etc., qui représente la société. Des fois, dans la publicité à la télévision, on voit ce personnage en train de parler, de présenter la société, etc. Et plusieurs sociétés ont ce système de communication. Ou des éléments graphiques différents de leur logo. Par exemple, pour créer une identité pour chaque produit, on doit cependant chaque fois retrouver la société. Il existe parfois une société, par exemple, de cosmétiques, elle a plusieurs produits différents, bien sûr. Une crème, ils ont une lotion capillaire, une lotion dermatologique, etc. Il faudrait que c'est vrai que les produits sont différents, mais il faut qu'on reconnaisse que c'est la même société toujours qui produit ces différents éléments. Voilà, alors là c'est un exemple d'iconographie, ce sont des pictos qu'on peut utiliser pour la communication interne, par exemple pour tout ce qui est signalétique, etc. Alors, l'utilisation des images, des illustrations et des photos. Vous savez que certaines sociétés ont une sorte de banque d'images qui leur appartient. Mais certaines sociétés, ils ont leur propre image, leur propre illustration, ça veut dire qu'ils ont été commandés à des illustrateurs, leurs propres photos, etc. Et ces éléments doivent aussi figurer sur la charte graphique. Je sais que vous ne serez pas appelé cette année à faire une charte graphique complète, c'est une mini-charte, mais généralement dans une charte graphique, on retrouve ces éléments. Certaines images pourront être sélectionnées dans la charte et le fait de les utiliser régulièrement les associera au bout d'un moment avec la société de manière systématique. Tu regardes l'image, tu sais que ça c'est tel produit ou ça c'est tel produit. Les règles d'insertion de ces éléments sur chaque support. Parce qu'on a parlé tout à l'heure de la communication anarchique, il ne faut pas que ça soit anarchique. Ça veut dire qu'il y a des règles à utiliser. Ceci doit être de cette taille. Sur un camion, ça doit être de cette taille. Sur tel support, ça doit être de ça. Il faut définir clairement les emplacements du logo, où est-ce qu'il doit être placé par rapport à tel document, etc., etc. Il faut que ça soit très clair pour que celui qui va travailler sur une nouvelle déclinaison puisse suivre ce guideline. Il est important de conserver toujours les mêmes rapports de proportion sous peine de déformer les éléments graphiques. On définira dès lors les règles d'utilisation, comme par exemple les marges nécessaires dans un document, les espaces entre le logo et le texte, etc. etc. Alors, et puis la charte graphique des sites internet. Une charte graphique pour un site internet sera le plus souvent une déclinaison de la charte graphique papier. Ça veut dire qu'il y a une seule charte qui va être utilisée, même si on travaille sur un support numérique, la charte graphique doit être respectée. Parce que quand j'ouvre un site internet, il faudrait que je reconnaisse automatiquement, sans voir le logo, mais déjà l'ambiance, la manière de présenter, etc. Je sais que c'est la société telle ou société telle. Adapté aux besoins spécifiques, bien sûr, du web, parce que les couleurs ne fonctionnent pas de la même manière sur papier ou sur écran. Vous le savez, la RVB, la CMYK, c'est pas la même chose. Elle servira justement de guide pour les développeurs et devrait leur permettre de créer une interface belle, pratique et conviviale.
Alors, tout à l'heure, j'ai parlé des zones de protection. Là, nous avons une zone de protection qui doit être respectée dans toute la charte. Il ne faut pas que je trouve du texte ici, dans cette marge-là. Et cette proportion, par exemple, ici sur cette charte, ils ont pris le L de logo. C'est lui qui va servir, donc 2 fois L. Ça veut dire que celui qui va travailler avec vous, il ne va pas à chaque fois calculer combien d'espace. Il n'a qu'à prendre ce galon et le doubler 2 fois. Il sait que dans cette zone-là, il ne faut pas qu'il y ait quelque chose. Hein. Il ne faut pas que ça soit perturbé. Il faut que le logo puisse respirer. Voilà, alors là, nous avons la charte graphique pour un club pour enfants. Donc c'est un produit qui n'existe pas, hein. Ce club n'existe pas. Alors là, bien sûr, un sommaire. Une petite introduction, de quoi s'agit-il, le produit, etc. Ensuite, les différentes pistes de recherche, parce qu'il n'y a pas une seule piste, donc l'étudiant est parti sur plusieurs pistes. Et après, il est resté sur une piste, bien sûr, avec son encadrant, etc. Ils sont mis d'accord sur ça. Alors, comment le logo a été construit? Donc là, à partir de cercle, sur le nombre d'or, etc. Et puis, des petites explications, pourquoi ce jaune, pourquoi la marmotte, pourquoi les nuages, pourquoi ce type de police, etc., pourquoi le nom Marmoland, etc. Donc, on essaie d'expliquer pourquoi on a utilisé telle chose, telle couleur, telle forme, etc. Ensuite, la typographie, donc on est dans l'ordre qu'on a établi tout à l'heure. Puis les couleurs, voilà, les 2 couleurs, ce jaune un peu chrome et ce rouge un peu orangé, quelles sont les constituantes, etc., des couleurs qui vont permettre de retrouver cette couleur facilement. Et puis la version noir et blanc, comme on l'a vu tout à l'heure sur la charte graphique. Et puis les interdits, voilà, normalement on devrait mettre carrément une croix, donc il est interdit de changer les couleurs, interdit d'écraser le logo, interdit de changer de police. Vous remarquez, ça c'est la bonne police, ça c'est pas la bonne, ça c'est la police principale et ça c'est la police d'accompagnement. Et puis il ne faut pas l'encadrer, donc, parce que quand on encadre un logo, quand on lui met un cadre, on ajoute un élément graphique qui n'a rien à voir avec le logo, on l'écrase. Et puis, les cas particuliers, voilà, d'utilisation, ça veut dire que celui qui va prendre la charte après moi, il pourrait faire ces 2 différentes, mais c'est le seul possible, pas d'autres. Et puis, l'utilisation préconisée, alors là, c'est les marges dont on a parlé, donc les zones de protection du logo. Donc là, il a pris le M de Marmoland, et le graphiste qui va prendre le logo par la suite, il n'a qu'à prendre ce M et le mettre dans la marge pour trouver les zones de protection du logo, là où on ne doit rien mettre comme élément graphique. Et puis la papeterie. Carte de visite, en tête de lettres, suite de lettres, badge, enfin tous les éléments papeterie, tous les travaux de ville qu'on utilise. Et puis au niveau du multimédia, pour la réalisation des icônes signalétiques, voilà, et là il a ajouté ça c'est une image 3D, ça veut dire avec des simulations du logo, etc. Puis la signalétique, ça c'est l'accueil avec ce personnage qui reçoit les gens. Puis la pharmacie avec une croix en forme d'enfant, etc. avec la simulation. Là c'est au niveau de la vitrine, là c'est la vitrophanie, et là au niveau de l'enseigne. La mascotte, tout à l'heure j'ai parlé de mascotte, de petits personnages. Là, il a choisi cette mascotte, la marmotte, comme mascotte pour représenter cette école. Et puis, les posts Facebook, comment elle va être perçue sur Facebook, il faut faire la simulation. Voilà, ensuite, on passe à la page d'atterrissage, la landing page. Donc, vous voyez qu'il est divisé en 4 parties. Vous avez A, attirer l'attention, c'est la méthode AIDA. Donc, la première page doit attirer l'attention du visiteur. Ça veut dire qu'on a tous cette habitude, quand on rentre sur un site où c'est pas attrayant, la première page n'est pas attrayante, généralement on zappe. Donc, il faudrait que notre visiteur reste sur la page
Donc, je dois d'abord attirer l'attention. Il ne faut pas que cette première page de la page d'atterrissage de la ligne d'étage soit trop chargée. Donc, il faut qu'elle puisse, comme ça, capter, essayer de voir tous les sites des grandes marques. Vous allez voir que leurs pages sont très, très dégagées. On a des éléments très prégnants qui s'impriment directement dans notre tête. Donc, après ça, il faut susciter l'intérêt du visiteur. Ensuite, le désir, l'envie d'amener son enfant à ce club, etc. Et puis, la dernière, c'est la page action, donc AIDA, action. Avant, on parlait d'achat, mais aujourd'hui, on parle beaucoup plus d'action. Ça veut dire que soit on like, soit on s'inscrit, soit on demande des informations, soit on partage sur les réseaux sociaux, etc. etc. Voilà, et le reste, c'est de la déclinaison, l'invitation, le packaging, là, c'est sur différents supports. Donc, il a choisi d'offrir aux nouveaux inscrits une petite boîte avec un jeu pour les enfants, ça peut être un puzzle ou n'importe quoi.